Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous reprenons aujourd'hui le chantier anthropologie de la loi sur la partie de nos travaux qui concerne la loi, les limites de la loi et dans ses aspects pratiques. Aujourd'hui, Christian va donc poursuivre cette étude, anthropologie de la loi, cinquième volet consacré à l'Europe, à l'Union européenne. Christian, je te laisse la parole. Oui, merci Luc. Je vais commencer par refaire à énumérer les différents chapitres de ce, de ce petit topo sur l'anthropologie de la loi. Donc le chapitre 1 qu'on a déjà vu, c'est l'élaboration et l'adoption des lois. Comment est-ce qu'on élabore et comment on adopte les lois, avec les failles, bien entendu, à chaque fois qu'on essaye de mettre en lumière, enfin qu'on met en lumière et qu'on essaie d'expliciter. Le chapitre 2, c'était ce qui concerne la distinction entre la loi et le règlement, parce que très souvent on assimile loi et règlement. Or, il y a une véritable différence, constitutionnelle d'ailleurs. Chapitre 3, c'était le contrôle de la loi. Existe-t-il un contrôle? Comment est-ce que la loi est contrôlée? Est-ce que ça marche? Le chapitre 4, c'était le contrôle des comptes publics. Et donc, on arrive au chapitre 5, c'est-à-dire tout ce qui concerne les directives coercitives, bien entendu, de l'Union européenne. Et puis, on aura 4 autres chapitres derrière. Le chapitre 6 traitera du contrat. Quelle différence y a-t-il entre le contrat et la loi? Chapitre 7, ce sera une réflexion sur les codes législatifs et leur inflation. L'inflation n'est pas, un mot n'est pas trop fort, puisque certains juristes d'ailleurs du sérail parlent d'inflation législative. Chapitre 8 traitera de la crise de la loi. Qu'est-ce que c'est que la crise de la loi? Il y a une crise qui est actuellement mise également sur le devant de la scène par des juristes professionnels, officiels. Et puis, je terminerai par une étude de cette notion de sécurité juridique. Sécurité juridique ou insécurité juridique, débouchant sur la notion de droit de la loi. Peut-on concevoir un droit de la loi? Voilà. Alors, aujourd'hui, chapitre 5, les directives de l'Union européenne. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Les directives de l'UE, les rapports juridiques avec l'Union européenne, la France et l'Union européenne, elles sont définies dans le titre 15, très exactement les articles 88.1 à 88.7 de notre Constitution, celle de 1958, le texte de 1958. Mais on ne trouve rien dans ce titre 15 qui indique clairement quel niveau de primauté il y a de la loi européenne sur la loi nationale. Parce que c'est ça le grand problème. Il y a une loi européenne très bien, mais est-ce qu'elle prévaut ou pas sur la loi nationale et dans quelles conditions? Alors, donc, on va chercher un petit peu. L'article, notamment 88.6, il obscurcit encore plus notre réflexion, parce qu'on lit que l'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen, sur la conformité de ce projet au principe de subsidiarité. Principe de subsidiarité. Donc l'AN ou le Sénat peut émettre un avis pour savoir si un projet de l'UE est bien conforme au principe de subsidiarité. Alors, à mon avis, c'est absolument impossible de comprendre ce que veut dire cette phrase, parce qu'on ne trouve nulle part la définition du principe de subsidiarité. Et qui arrive dans la Constitution, là, à l'article 88.7, sans avoir été annoncé, comme un cheveu sur la soupe, et sans autres explications. Alors, ce principe de subsidiarité, qui en fait fonde toutes les relations entre le droit français et le droit européen, où est-ce qu'on va pouvoir le définir? Alors, puisqu'on ne trouve pas dans la Constitution, on va le chercher en dictionnaire.
dictionnaire qui dit ceci, le Larousse, il dit « Dans la construction européenne, le principe de subsidiarité est une règle de répartition des compétences, moi je fais ça, toi tu fais ça, entre l'Union et ses États membres. » Bon, là, on n'en sait pas plus. Ensuite, deuxième phrase. En dehors des domaines de compétences qui lui sont propres, l'Union européenne n'agit que si son action est plus efficace que celle conduite au niveau des États ou des régions. Ah, alors voilà le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est que l'Union européenne, elle décide, elle dit, moi je pense que mon action est plus efficace que si c'est vous, en France ou en Italie, qui vous occupez de ce sujet. Alors je dis, l'Union européenne, c'est pas écrit que l'Union européenne le décide. Mais il est écrit nulle part non plus que c'est décidé autrement. C'est-à-dire qui décide que l'action est plus efficace si c'est l'Union européenne qui le fait. Voilà. On a donc un énorme vide juridique, je dirais même un abîme, pour ne pas dire un précipice dans lequel le droit va s'engouffrer, s'effondrer, disparaître complètement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? On en déduit, bon, pour commencer, deux choses. Premièrement, qu'il existe une règle de répartition des compétences entre l'UE et les États. Il existe une règle de compétences, mais qui l'établit? Et quelle est-elle? On ne sait pas, mais il y a une règle. Ensuite, deuxièmement, en dehors de ces règles, c'est le plus petit niveau qui décide, c'est-à-dire les États, sauf si on juge qui, mystère, que l'action du niveau le plus haut est plus efficace. Voilà. Donc on en déduit, en fait, une espèce de paraphrase de cette définition, mais qui ne donne absolument pas la clé pour dire que une directive de l'UE va pouvoir s'appliquer. Voilà. Alors, si on passe par-dessus ce flou constitutionnel extraordinaire du titre 15, sur les rapports avec l'UE, on ne trouve dans ce titre, dans le titre 15, aucune information sur les procédures d'adoption par la nation d'une loi fabriquée par l'UE. Il n'y a rien dans le titre 15. Parce qu'on peut quand même se demander, oui, très bien, mais alors comment ça marche? Alors pour ça, il faut aller à l'article 55, qui, dans un titre cette fois consacré aux accords internationaux, indique ceci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. C'est le fameux principe de réciprocité. Alors, on en conclut quoi? On en conclut que, nonobstant, on a vu les galimatias de l'article 15, qui ergote sur qui doit faire quoi, de l'UE ou de la nation, on en conclut que tout règlement de l'Union européenne approuvé par la nation, c'est-à-dire signé par le gouvernement, a valeur de loi sur le territoire national et s'impose même à une loi nationale initialement contraire. Ce qui revient à instituer définitivement soit une primauté du règlement sur la loi au niveau national, soit une primauté de la loi de Bruxelles sur la loi de Paris. Oui, alors bon, j'assimile cette primauté de la loi de Bruxelles sur la loi de Paris, j'assimile cette fameuse... bon, là, on revient sur la dichotomie entre règlement et loi, mais sachant que les lois européennes sont en fait des règlements, on peut se demander, et d'ailleurs on constate, si on regarde bien dans le détail, on constate que le règlement prévaut sur la loi. Bon, c'est un coin de tapis que je soulève, c'est un débat qu'on peut d'ailleurs étayer avec des exemples précis. Alors, il y a quand même un petit verrou qui est posé par l'article précédent, l'article 55, c'est-à-dire l'article 57.4, un verrou qui dit cela. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République ou par le Premier ministre, ou par le président de l'une ou l'autre des assemblées, ou par 60 députés ou 60 sénateurs,
Si ce Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. C'est-à-dire, si le Conseil constitutionnel estime, avec une argumentation plus ou moins fouillée, ça on connaît la façon de travailler du Conseil constitutionnel, que la directive de l'UE est contraire à quelque chose qui est dit dans la Constitution, il faut réviser la Constitution. Ou plus exactement, si on lit bien l'article 54, on ne pourra ratifier cette loi européenne que si on a révisé la Constitution. C'est-à-dire, si on ne révise pas la Constitution, elle ne dit pas qu'on va être obligé de réviser la Constitution. Elle dit que si on ne révise pas la Constitution, on ne pourra pas approuver l'engagement. Ça veut dire que toute décision de l'UE, dont la plupart sont anticonstitutionnelles par rapport à la Constitution française, mais le Conseil constitutionnel ne relève pas le truc, c'est à se demander si on peut saisir, si là j'ouvre la fenêtre sur le contrôle citoyen, si le citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel en lui disant, parce que là c'est pas une QPC, c'est quand on est dans le cadre d'un litige. Bon, là, c'est simplement un citoyen qui considère qu'une directive ou qu'un projet de directive de l'Union européenne est contraire à un endroit de la Constitution. Il demande au Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut le saisir pour ça? Alors, la réponse, a priori, semble non, mais des éléments nouveaux, notamment, bon, là, j'anticipe un petit peu sur les travaux de recours constitution, mais il s'avère que, en fait, on peut saisir le Conseil constitutionnel de façon un petit peu plus large que celle qu'on pensait au préalable. Mais bon, nous y reviendrons. Alors, je continue. Alors, bon, il s'agit toujours de la vieille, de l'aimable plaisanterie qui propose à un Conseil constitutionnel issu de l'oligarchie élective de vérifier si une disposition prise par cette même oligocratie élective, serait éventuellement contraire à la Constitution qu'elle a même rédigée. Donc c'est celui, en fait, qui a le pouvoir, qui contrôle disons un conseil qui est chargé de le contrôler lui-même. Alors, si par extraordinaire, cette démarche était entreprise, elle se révélerait en fait sans objet, parce que la Constitution est rédigée de façon à n'édicter aucun principe clair et à laisser systématiquement le soin à la loi de déterminer les dits principes. La loi, les articles de la Constitution sont suffisamment larges pour que le Conseil constitutionnel puisse, en fait, dire si, oui ou non, telle directive de l'UE est conforme ou pas à la Constitution. Voilà, ça, on a déjà vu ça dans d'autres cas de figure. Et, en fait, cette complexité rédactionnelle de cet attirail juridique européen a, à mon avis, aucune chance d'être contesté par le grand public du fait même de sa complexité. C'est un peu comme la machine de la création monétaire, c'est un dispositif amphigorique qui agit en fait comme un repoussoir sur l'individu de base, qui, par lassitude d'avoir tenté d'en comprendre le sens, sait de s'en préoccuper en attendant d'en ressentir concrètement les effets bénéfiques ou négatifs. Si déjà le travail de contestation de la Constitution est difficile pour le citoyen ordinaire, c'est encore plus difficile lorsque on va lui demander d'avoir un regard critique sur les directives de l'Union européenne qui vont impacter la loi nationale.
Et la conclusion de ça, c'est que finalement, les prérogatives des élus européens sont en train de remplacer progressivement celles des députés nationaux, sans que personne ne s'en formalise, ni surtout que la Constitution soit révisée pour entériner ce changement. Encore une fois, ce n'est pas la peine de réviser la Constitution, parce que le Conseil constitutionnel va toujours trouver dans son interprétation personnelle d'une phrase de la Constitution, va toujours trouver que ça rend possible le projet de directive européenne que éventuellement on lui aurait soumis. Voilà. Voilà pour mon analyse des relations entre la loi nationale et la loi européenne. Merci beaucoup, Christian, de cet exposé tout à fait édifiant, je dirais. Jean-Charles, est-ce que tu souhaites réagir à cette... Oui, bah, écoutez, l'exposé est tout de même très clair. Je rebondis juste sur la fin pour faire une petite incise. Les prérogatives des élus de l'UE seraient supérieures, enfin, sur les députés nationaux, et on peut ajouter que les élus du Parlement européen n'ont pas l'initiative des lois et que ces dites prérogatives sont en fait reportées sur le pouvoir des commissaires européens et de Bruxelles. Voilà, bon, juste une petite couche supplémentaire. Voilà. Autrement, est-ce que tu peux, justement, le tapis que tu as un petit peu soulevé à un moment donné sur les lois européennes qui seraient des règlements, je comprends la direction, enfin pourquoi on aurait à soulever ce tapis, mais est-ce que tu peux être plus explicite sur le fait que les lois européennes seraient des règlements et donc rentreraient, voilà. Alors, excellent, parce que tu viens de donner la réponse sans savoir juste avant. Effectivement, c'est pas un lapsus quand j'ai dit sur un lapsus, c'est pas un lapsus, c'est une imprécision de mon propos, effectivement, parce que les directives européennes, les élus européens ne font rien, si ce n'est que de toucher 12 000 euros par mois, d'avoir un chauffeur, un cuisinier et femme de ménage, et le restaurant et le Thalys pour aller à Bruxelles. Non, ceux qui font les règles coercitives, c'est les technocrates. Ils ne sont pas élus le moins du monde. Donc, c'est les mecs qui ont été nommés par l'oligocrate de l'oligocrate qui nomme. Bon. Et les gens qui ne sont pas élus, ils produisent quoi? Ils produisent des règlements. Là, par contre, c'est une question de définition. La loi, c'est une assemblée. Le règlement, c'est un mandataire. Donc, les directives de l'UE sont des règlements. Et sont des règlements qui prévalent sur la loi, la loi en principe votée par le peuple, puisqu'elle est votée par les représentants du peuple, hein, ils ont la cristallisation de la volonté populaire. Et donc voilà, oui, donc Jean-Charles, tout à fait d'accord. Les directives européennes qui s'appliquent, hein, les oukases européens ne sont pas issus des élus, hein, et donc ce sont des règlements. Et j'y vois là une extension, j'y vois là d'ailleurs, on a un parallélisme, hein, une synchronisation parfaite avec ce qui se passe en France, parce qu'en France on a sur 140 000 règles coercitives, on n'a que 10% de ces règles qui sont issues de l'Assemblée nationale et 90% qui sont des règlements, hein, voilà, donc on a 90% de règlements, 10% de lois, et très souvent d'ailleurs les règlements sont des règlements qui modifient la loi sous prétexte de décret d'application. Voilà. Donc on a réellement, je pense que c'est un des grands travers, mais aussi une des caractéristiques législatives actuelles, c'est qu'on a une disparition de la loi en tant que règle coercitive, disons, fabriquée par le peuple, par une toute puissance de la décision, même pas, disons, mandataire, mais de technocrates. Très souvent, d'ailleurs, ce sont des technocrates qui
prennent des décisions qui sont des décisions parce que ça arrange d'un point de vue technique, donc c'est-à-dire d'un point de vue capitaliste, hein, ça augmente les profits des grandes entreprises. Voilà, c'est le seul intérêt de la loi, c'est d'augmenter les profits des multinationales. Bien. Merci beaucoup, Christian. Moi non plus, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qu'il a exposé. Bon, juste peut-être revenir sur le principe de subsidiarité qui, effectivement, est cité sans être défini dans le titre qui concerne les relations avec l'Union européenne, l'article 88-6, hein, tu avais dit -7 je crois, et c'est le -6, peu importe. J'ai été montré, hein, ils seront visibles par les gens qui regardent. En revanche, le principe de subsidiarité, il n'est évoqué alors que dans une QPC ou dans une décision également du Conseil constitutionnel par rapport aux collectivités locales, aux collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il y a un même mécanisme en définitive, mais il n'y a que là, et dans l'article 72 alinéa 2 notamment, où l'on dit que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Ah, c'est le même tonneau. Bon, voilà. Donc, en définitive, et on n'a même pas redéfini ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'en définitive, la France devient une collectivité territoriale oui. Ah bah oui. de cette Union européenne. Donc, sans que ce soit acté par une volonté du peuple, comme nous l'avons dit. Et plutôt, je dirais que le peuple s'est plutôt prononcé contre ces textes, en l'occurrence, puisque cette révision et cet article, ce titre sur l'Union européenne a été révisé justement suite au traité de Lisbonne et qui lui-même avait été rejeté sous sa forme constitutionnelle, précisément, en 2005 par référendum. Donc nous sommes bien là sur le nœud gordien, je dirais, de la forfaiture. Et certains disent même que nous n'avons plus de constitution, en définitive, selon quoi ils n'ont pas vraiment tort, depuis cette date. Alors, juste un petit point également sur le texte qui est dit. En fait, et au niveau national, pour enfoncer le clou, je dirais, c'est que si les députés, donc dans l'article 88.6, ne sont pas d'accord avec le fait que ça représente bien une violation du principe de subsidiarité, eh bien, ils peuvent se retourner que devant la Cour européenne. Alors c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Donc en définitive, c'est même pas, ils n'ont même pas le pouvoir, je dirais, ils peuvent juste avoir une motion et émettre un recours, mais ils n'ont pas la possibilité même de ne pas le ratifier. Je pense que ça, c'est très important malgré tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter en plus. Forcément. Quand on ajoute, c'est souvent en plus. Alors, je vais ajouter un truc en plus. Ah non, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais il n'y a que le Conseil, tu dis, les députés peuvent, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut bloquer. Que lui. En disant, attention, cette directive, elle est contraire à... voilà. Bah, il pourrait le dire, justement, par rapport au principe de subsidiarité. Pour le coup, il pourrait le dire. Alors, attends. Voilà, il y a deux choses. Il y a... la question qu'on peut se poser si on est anti-européen, ou si on est agnostique de l'Europe, au minimum, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut bloquer, empêcher qu'une directive européenne s'applique? Alors, le Conseil constitutionnel peut dire stop,
on ne peut pas appliquer ça en France parce qu'il y a un endroit de la Constitution qui dit le contraire. Et tant qu'on n'aura pas modifié, alors le Conseil constitutionnel ne peut pas déclencher une modification constitutionnelle, attention. Hein. Bon, il peut dire simplement, tant qu'on aura le peuple, ou je ne sais pas qui, ou le président, ou le Parlement, on n'aura pas modifié cet endroit de la Constitution, moi, je bloque cette directive de l'UE. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est l'affaire de subsidiarité. Sur lequel on n'a pas assez... Faire subsidiarité, là, c'est en amont. C'est-à-dire que si ce n'est pas subsidiaire, l'Europe ne peut même pas imaginer de faire un projet de loi. Donc, c'est quand même très important. Bon. L'Europe, elle intervient, les technocrates, là, ceux qui sont assis autour du bureau, et ils interviennent que s'ils disent « Attention, c'est subsidiaire ». C'est dire que on va dire ça parce que nous, si on le fait, nous, c'est mieux. Moi, je voudrais qu'on étudie, parce que c'est très important, ça me paraît plus important que l'histoire du Conseil constitutionnel qui peut bloquer, parce que avant de bloquer, il faudrait faire en sorte que ça ne puisse pas émerger même, qu'on ne puisse pas y avoir que les initiatives ne puissent pas émerger. Et pour qu'une initiative ne puisse pas émerger, il faut que ce soit un domaine qui soit pas subsidiaire. On va dire ça, c'est pas français, ça, mais on comprend ce que ça veut dire. Et donc, c'est cette affaire de subsidiarité, parce que l'Europe ne peut intervenir que si elle est meilleure dans sa cogitation que les cogitations individuelles de chaque pays. Bon. Et là, on a rien. Alors, on n'a rien, mais parce qu'en fait, on ne l'a pas étudié. Hein. Moi, ça m'intéresse de regarder, et donc là, ce truc que je découvre aujourd'hui, et chaque fois que l'UE pond un truc, est-ce qu'elle a bien expliqué avant, en préalable, une page ou deux, en disant, bon, ben non, on va s'attaquer à ça parce que c'est subsidiaire. Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Ou est-ce qu'elle décide, étant donné que c'est subsidiaire, nous allons parler de ça? Auquel cas, on est alors là, on est dans l'arbitraire le plus, on est dans la lettre de cachet, là. Là, on est dans une monarchie européenne totale, disons, en plus, c'est la monarchie absolue, parce qu'avant, il y a une monarchie partagée un peu avec les seigneurs, et puis à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire la monarchie absolue. Donc là, on a la monarchie absolue. Voilà, donc c'est cette affaire de subsidiarité dont je n'ai pas d'éléments aujourd'hui, mais qui me paraît finalement être vraiment la plaque tournante de cette affaire d'interrelation entre l'Union européenne au niveau législatif et les pays. Alors, je viens de prendre l'article 72, deuxième alinéa, justement, où le seul endroit où il parle du principe de subsidiarité, et c'est pas nous, c'est le Conseil constitutionnel qui, lui, quand il parle du principe de subsidiarité, conformément à l'article 72. Donc, il y a que là où c'est défini. Donc, je l'ai affiché, donc les gens le verront, je l'ai mis en gros. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions sur l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Oui. Ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se fonder sur un truc comme ça pour dire ils seront meilleurs, moins bons? Enfin, ça n'a pas de sens. Alors, on est vraiment au cœur de la réacteur. Là. Ce que tu viens de dire, l'article 72, ça fonde ce que j'appelle l'État bis, c'est-à-dire les collectivités territoriales, avec les prélèvements fiscaux, taxes d'habitation, taxes et toute l'autonomie des collectivités territoriales. Il faut savoir que les collectivités territoriales, elles ont un budget en termes de prélèvements obligatoires presque aussi important que le budget central. Le budget central, ça doit être 250 milliards, et les collectivités territoriales, ils sont à 190 milliards. Bon, c'est vraiment un État bis. C'est la définition franco-française de la subsidiarité. Et cette définition franco-française de subsidiarité, ça n'est pas une définition. Voilà, puisqu'on a travaillé la semaine dernière sur la notion de définition, ça n'est pas une définition. C'est un truc, c'est un amuse-gogo, pouvoir dire nous avons dans la Constitution un truc, et puis après, moi constitutionnel, je dis que c'est subsidiaire ou que c'est pas subsidiaire. Voilà. Bon. Et
c'est la même chose au niveau du droit européen, sauf que moi, je n'ai pas d'article 72 dans la Constitution européenne. Je ne sais pas qui, encore, on dit, ce qu'on peut dire, encore moins en France, hein, quand on va dire ça relève de la collectivité territoriale, non, ça relève de l'État central. Bon, il y a au moins cet article 72 qui ne veut rien dire, on est d'accord, mais enfin bon, on a fait l'effort d'essayer d'écrire quelque chose qui avait un habillage juridique et qui pouvait, disons, amuser un peu la galerie citoyenne. C'est pour ça que l'analyse critique citoyenne, bon, là, hop, elle sort ça en disant, hey, bon. Mais au niveau européen, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je ne sais pas, je vais chercher parce que je veux savoir sur quoi se basent les Européens pour dire c'est subsidiaire. Est-ce qu'on a un semblant de phrase amphigorique qui ressemble à ça? Mais on découvre là au cours de la discussion, personnellement, c'est que la subsidiarité est un faux-né du fédéralisme. C'est intéressant ça. Ah oui, puisque en fait c'est ce dont on parle. En fait, c'est que cette espèce de poupée russe de loi, de règlement, enfin ça dépend des termes qu'on doit utiliser, mais cette subsidiarité, c'est en fait c'est un système de poupée russe. Et qu'est-ce que le fédéralisme? C'est la grosse poupée russe qui chapeaute tout le reste et qui prend autorité sur tout le reste. Et en fait, subsidiarité, en fait, c'est un faux-né, c'est un euphémisme pour parler et pour instaurer une idée et un dessein fédéraliste. C'est exactement ça, puisque la relation qu'on a illustrée par le Conseil constitutionnel lui-même entre les collectivités locales et l'État central et relève du même principe que de celui de l'Union européenne par rapport à... Voilà. Donc on est complètement là-dedans. Et c'est pour ça que moi, quand je dis par ailleurs que la France aura disparu prochainement, ça ne sera plus qu'une étiquette, on y est déjà complètement. Et sachant qu'ils veulent encore accélérer le processus, si vous avez suivi le congrès de Renaissance, là où il y avait Édouard Philippe notamment qui a parlé, il y avait une proposition de loi récente là, qui était de certains députés européens, vraiment pour aller complètement au bout. Et donc, on aura une étiquette qui restera France, mais derrière, qui n'aura plus aucune réalité avec comme objectif une armée européenne capable de faire la guerre, concurrencer, mais d'avoir un petit peu de poids par rapport à l'armée américaine. C'est ça aussi. En ce moment, il parle vraiment de façon très active de l'extension des compétences européennes. Ben, on le voit dans ce qui se passe au niveau des prérogatives de santé qui ont été prises au cours de la crise Covid. Ça continue et l'OMS a l'intention d'enfoncer le clou avec les collaborations avec l'UE. La défense dont tu viens de parler, mais les affaires... Monsieur Borrell, là, qui est soi-disant, en fait, qui est une espèce de ministre des Affaires étrangères de l'Europe, et les déplacements intempestifs d'Ursula von der Leyen, dernièrement en Israël, mais lorsqu'elle allait en Ukraine, etc. Ce sont des gens qui prennent des habits qui ne leur ont pas été accordés et donnés de façon légale, et ils font ça en toute impunité. Et en ce moment, ils passent à l'écrit, c'est-à-dire que pour l'instant, ils faisaient des actes, des déplacements, etc. Bon, décider justement sur le Covid, etc. Ils décidaient, ils faisaient des choses et maintenant ils passent à l'écrit. Oui, oui. À l'écrit et la mise en place de tout ça. Y compris sur la censure, puisque les censures qui ont déjà eu lieu de RT France et de la DPA. Mais en plus, là maintenant, Thierry Breton s'attaque à Elon Musk, à Twitter, c'est-à-dire que c'est eux qui décident ce qu'on doit entendre et pas entendre en France. Voilà. Un autre domaine supplémentaire. Un autre domaine de liberté. Sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Voilà. Autre chose à ajouter, Christian ? Bon, je te remercie beaucoup pour cette émission. J'espère qu'elle aura été appréciée par nos auditeurs. Au revoir, messieurs.